Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous recevons M. Jean-François Pelchat, un producteur de vinaigre. Peut-être que vous ne le savez pas, mais dans notre région, il y a du bon vinaigre qui se fait. Alors, sans plus tarder, M. Pelchat, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-François. Je suis installé en fait à Saint-Pierre-de-Broughton depuis 2014 dans le but d'y faire du vinaigre en fait. C'est un projet que j'ai commencé, je dirais en 2012 en fait, que j'ai réfléchi en 2012 alors que j'habitais en plein centre-ville de Québec. Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et que j'avais un désir de m'établir à la campagne. Puis je voulais justement avoir je me cherchais en fait quelque chose, je me cherchais un angle pour y parvenir et pouvoir en vivre sur ma propriété, en fait, sur une propriété. Puis j'ai compris que le vinaigre, c'est quelque chose que j'en faisais déjà parce que j'aime cuisiner. J'ai travaillé principalement en restauration, donc j'ai vu des chefs utiliser toutes sortes d'ingrédients. Le vinaigre, ça me parlait bien. Puis, puisque je travaille comme représentant en vin, j'avais souvent des fonds de bouteilles, en fait, que j'ai voulu valoriser. Donc, j'ai commencé à faire du vinaigre avec, afin que ça se perde pas, tu sais, parce qu'on peut pas tous les boire. C'est moins bon. Du vinaigre de vin, c'est connu. C'est connu, c'est ça. J'avais envie d'en faire moi-même. Puis, à un certain moment, je me suis dit qu'il y avait pas tant de vinaigre québécois sur le marché. En fait, à part le vinaigre de cidre, donc quand on pense acheter du vinaigre au Québec, on va souvent acheter des vinaigres importés, européens, français, italiens, espagnols, ou du vinaigre blanc, là, c'est ça. Donc, je trouve qu'au Québec, on a on a plein de cultures, plein de fruits qui sont vraiment bien adaptés, certains indigènes, d'autres qui viennent d'autres régions qui sont en fait qui se sont bien implantés ici au Québec. La pomme, c'en est un, hein, ça vient d'Asie mineure, ça vient pas du Québec. Donc je me suis dit que j'essaierais de faire à partir des éléments qu'on travaille bien, qu'on cultive bien, des vinaigres avec une identité québécoise qui serait pas du vinaigre de vin, qui serait pas genre du vinaigre balsamique un peu à l'italienne, mais qui serait du vinaigre de bleuet, de cerise. En fait, j'utilise la cerise à grappe que je récolte sur ma propriété, vinaigre de miel, vinaigre d'érable. Donc, il y a quand même une grande variété à faire autour de là. Je disais sur votre site, vous avez 10 sortes de vinaigre? Actuellement, j'en ai, je dirais en 10-12, là, je compte jamais vraiment, mais en marché, parce que j'en ai quelques-unes aussi qui sont en élevage dans le chai, qui sont des expérimentations. Là, des fois, c'est des petites quantités, 35 litres, 50 litres, parce que j'aime m'amuser, j'aime ça. Faire des essais. Oui, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on découvre. Donc, même si je mets l'emphase actuellement sur la production de vinaigre de cerise, vinaigre de miel, vinaigre d'érable, vinaigre de bleuet, la cerise, je la décline de différentes façons. Par exemple, comme j'ai mon vinaigre de cerise, une base. Alors, ensuite, je vais l'aromatiser avec de la betterave, citron et clémentine. Donc, c'est vraiment ça peut être comme une base, en fait. C'est des recettes, en fait, que vous inventez. Oui. Pour créer un vinaigre qui est particulier. La plupart des vinaigres que je fais d'abord le vin. En fait, le vinaigre, il faut déjà savoir comment c'est fait. Hein? Alors, c'est du vin aigre. Donc, il faut déjà avoir un alcool. Je dis du vin, mais ça peut être de la bière, ça peut être un alcool, il faut un autre alcool. Ensuite, on y ajoute des bactéries acétiques. Si on leur donne les bonnes conditions de vie, de température et d'oxygénation, parce que ces bactéries-là ont besoin d'oxygène pour bien travailler, donc elles vont consommer l'alcool et produire de l'acide acétique.
Alors, c'est un processus biologique et naturel. Donc, ensuite, à partir de là, ben, moi, je me dis toujours, si on n'aime pas le vin, on n'aimera pas le vinaigre. Si on n'aimera pas ce vin-là, tu sais, si je fais un vin que je me dis, oh, pas terrible, ben, je vais même pas essayer d'en faire un vinaigre. J'ai essayé, entre autres, avec le sorbier, là, que plusieurs appellent le cormier. Ouais. C'était pas... je suis pas arrivé à faire un vin qui me plaisait, donc ça, je l'ai abandonné tout de suite, tu sais. Parce que c'est quand même 3 ans avant la fermentation dure 3 ans dans les fûts. C'est un processus qui est long, en effet. Quand on fait du vin de petits fruits, bien souvent, ma fermentation va être de 2 à 4 semaines. Puis après ça, il faut l'ensemencer de bactéries. Puis là, c'est le travail des bactéries, donc qui prend un certain temps. C'est la levure, votre bactérie principale? Non, c'est en fait, il y a dans la transformation du vinaigre, il va y avoir une quinzaine de bactéries différentes qui vont, je vais vous épargner les noms, qui vont entrer en ligne de compte, souvent des fois à différents moments. Puis c'est eux qui font le travail. Ils consomment l'alcool, transforment en acide acétique. Une fois que donc en fait, en principe, pour que ça soit du vinaigre, il faut que le taux d'alcool soit rendu en bas de 1 %. Okay. Donc, si on part, mettons, d'un vin à 12 il faut qu'il reste 1 % d'alcool. Alors, moins d'1 % d'alcool. Donc, à ce moment-là, ça, c'est un processus qui déjà prend un certain temps. On parle de plusieurs semaines, mois ou Puis mois. au fur et à mesure, il y a des différentes bactéries qui rentrent que vous mettez C'est ça, il peut y avoir une évolution, en fait, dans le milieu bactérien, là, en fait, mais moi, je mets juste en contact avec les bactéries au départ. Ensuite, je les laisse se débrouiller puis se gérer elles-mêmes. C'est à peu près vrai, mais ce que je fais, c'est que je leur donne des bonnes conditions de température et d'oxygène. Suffisamment d'oxygène pour nourrir les bactéries, pas trop pour ne pas oxyder prématurément le vin aussi. Donc, ma gestion se fait beaucoup, je veux dire, autour de ces paramètres-là. Ouais. Mais vous avez un entrepôt pour conserver ces... Oui, ben, en fait, j'ai une salle de transformation qui est dédiée à la production de vinaigre. J'ai une petite portion, une salle, en fait, qui est comme une cuisine, si on veut, où je vais faire différentes choses. Généralement, je vais faire ma mise en bouteille là-bas. Puis j'ai un chai d'élevage qui, lui, ben là, il y a des barriques, il y a des dames-jeannes aussi, des grosses bouteilles en verre, dans lesquelles les vinaigres se reposent. Parce qu'une fois que le vin est transformé en vinaigre, souvent l'impression d'acidité va être très incisive, puis on perd un petit peu le côté aromatique, en fait, du fruit. Okay. Donc, si on veut retrouver ça, il faut laisser le vinaigre se reposer. Comme dans du vin, des en fait. Oui, ou des fûts. Des fûts de chêne. Puis là... Le chêne, est-ce qu'il donne un goût aussi? J'achète principalement des... Ben là, ça dépend. Dans certains vinaigres, j'en veux pas. Je veux pas ajouter de goût. Le goût boisé, en fait. Ouais. Donc, ça varie en fonction de l'âge des fûts. Donc, je vais acheter des fûts qui ont déjà servi pendant 3 ans, exemple, pour faire du vin. À ce moment-là, quand je les utilise, ça, c'est quand même assez neutre. Dans d'autres, par contre, je vais vouloir avoir ce côté-là qui est apporté par la barrique. Donc, j'ai un vinaigre de miel qui est en élevage dans un fût qui a servi à faire du bourbon et du rhum. OK. J'ai du vinaigre d'érable qui est en élevage dans des fûts de bourbon aussi. Donc, puis j'en ai en fût de vin rouge. Donc, puis ensuite, ben, c'est à la dégustation que je vais décider que c'est prêt. Je fais des assemblages, puis après ça, je mets en bouteille, là. Mais c'est des fûts de Bourbon, c'est des Bourbons qui sont fabriqués au Québec? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Ben, puis, en fait, parce que au Québec, l'industrie du... tu sais, bon, le whisky, ça commence. Hein, si on regarde, là, je dirais, les
premiers producteurs d'alcool québécois qui ont commencé à mettre en fût des whiskies ont commencé autour de 2016, je dirais. Oui, ben c'est quand même assez long, oui. Donc, c'est ça. Eux, ça leur prend, si je ne me trompe pas, c'est 3 ans de fût pour... alors, puis ben ensuite, est-ce que ces gens-là j'ai déjà approché un producteur à Québec, puis j'ai dit, ben quand tu auras des fûts à vendre, dis-le-moi. Mais il n'est pas là encore. Donc, c'est ça. Je l'ai fait venir des États-Unis actuellement. Quand on achète un fût de Bourbon, c'est parce que la compagnie, eux autres, ils ne le servent plus? C'est parce que le Bourbon, en fait, tu as le droit de le remplir juste une fois. Les fûts de Bourbon, tous les producteurs de Bourbon aux États-Unis, ils ont le droit de remplir une fois le fût. Puis ça, c'est du Bourbon. S'ils décident de le remplir une deuxième fois, il n'y a pas le droit de... L'alcool n'est plus du Bourbon, ça devient un whisky. Il n'y a pas le droit d'avoir l'appellation Bourbon. Donc, c'est vraiment spécifique. Puis, ben, les producteurs, pour les fûts de vin, ben, les producteurs de vin vont choisir... tu sais, certains vont dire, bon, moi, j'ai... tel cépage du pinot noir, je vais élever ça dans des fûts. Ben, certains vont choisir d'avoir 100% fût neuf. Donc, ils vont mettre que des fûts à tous les ans et ils renouvellent au complet les fûts pour avoir un meilleur boisé, peut-être? Plus de boisé. Moi, je suis pas un fan de boisé. Là, non, donc, moi non plus. Mais certainement plus de boisé. Il y en a que c'est leur goût, puis c'est correct. Oui. Puis il y en a d'autres à ce moment-là qui, derrière, disent, ben moi, justement, je veux pas de fûts neufs, donc je vais prendre tes fûts qui ont 1 an, 2 ans, je vais les utiliser. Puis, donc, il y a quand même un commerce, en fait, de fûts qui se fait. Puis, il y a un Québécois qui a une entreprise en Californie et qui vend des fûts à plein de producteurs au Québec. Et voilà, à partir de son entrepôt en Californie, en fait. Ah, intéressant. On parle de 10 à 12 variétés. J'ai vu des noms. Le Clara, c'est c'est un vinaigre de quoi? C'est un vinaigre aromatisé au lilas. Donc, la première version a été faite avec du vin de poire. J'ai pu avoir un peu de vin de poire de la Montérégie, d'un producteur qui s'appelle Entre Pierre et Terre. Et j'ai aromatisé avec, j'ai récolté du lilas chez mes voisins, sympathiques voisins, qui, donc j'ai utilisé du lilas blanc. Mon voisin Robert a du lilas blanc, puis ensuite j'en connais d'autres qui ont du lilas commun, comme mauve, là, ouais, c'est ça. Donc j'ai utilisé de ça aussi. Mais là, j'ai pas de vinaigre de poire, j'ai plus de vinaigre de poire, j'ai tout passé ce que j'avais. Ce que je veux faire, c'est éventuellement garder ce nom-là, mais le faire avec du vinaigre de miel. Ben, pour se monter un inventaire assez élevé, c'est quand même assez long. Si on considère 3 ans de fermentation, pour la plupart. Moi, je suis toujours en train de prévoir dans 2-3 ans ce que je veux. C'est quoi la quantité que je veux pouvoir mettre en marché? Ben, je suis toujours en train de le réfléchir d'avance. Ouais, ça fait partie des contraintes. Ça fait partie des contraintes, mais en même temps, ben, c'est un élément avec lequel on apprend à composer. Tu sais, le plus dur, c'est les premières années quand tu dois produire, mais que tu n'as rien à vendre, tu n'as pas de revenus, tu ne fais pas d'argent, tu es toujours en train de dépenser pour d'investir, en fait, pour faire grandir ton entreprise. Mais bon, rendu à un certain temps, ça va prendre le roulement se fait, puis les choses tombent en place. Là. Puis le Victoria, lui? Victoria, en fait, c'est de la carotte. En fait, c'est une base qui est assez neutre. Comme là, actuellement, ça serait une base d'érable. Mais un vin d'érable, un vinaigre d'érable, en fait, qui n'a pas tant les caractéristiques d'érable. Tu sais. Donc, qui a plus un peu des notes, je dirais, de poire. Surprenamment, en fait, si on prend du sirop d'érable ou de la sève d'érable puis qu'on le fermente, on va peut-être souvent avoir un côté un peu plus poire, anisé, fruits blancs, floral, fleurs blanches.
ça se rapproche quasiment plus du vin blanc, en fait. OK. Donc, c'est vraiment la concentration puis la cuisson qui donne le goût à l'érable, en fait, le goût d'érable. Donc, c'est ça, je pars d'une base qui est quand même assez neutre. C'est fait avec de la carotte râpée. Puis, que tu cultives chez toi, je présume? Pas encore, c'est un projet pour cette année. Donc, de faire ma betterave et ma carotte, mais dans les dernières années, je n'ai pas pu la faire. Là, chaque chose en son temps. Là, ça mais prend quand même un gros potager aussi, dépendamment de la production. Il est en agrandissement perpétuel. Donc, puis en fait, c'est complété avec de la graine de coriandre fraîche. Donc, la graine de coriandre, souvent, quand on va à l'épicerie, on va trouver de la graine de coriandre séchée. Moi, je cultive de la coriandre à tous les étés. Donc, là, à ce moment-là, rendu au mois de septembre, quand les plants sont montés en graines, j'enlève les graines fraîches, puis je les broie et là, je les rajoute dans le vinaigre avec la carotte, puis je laisse macérer pendant quelques semaines. C'est ce qui donne le goût, dans le fond. Oui. Il y a aussi le métis. Métis, c'est rose, poivre des dunes et sureau. Donc, en fait... ça vient d'une réflexion. J'ai comme client, en fait, au Bas-Saint-Laurent, les Jardins de Métis, qui est quand même un endroit bien connu. Puis en allant vers le Bas-Saint-Laurent, à un moment donné, j'ai un rendez-vous au Jardin de Métis, je pense que c'était le lendemain ou le surlendemain. Je réfléchissais à ce nom-là de métissage, en fait. Donc, métissage, ça vient de mauvais tissage, ou ce qui est devenu, en fait, l'alliance, en fait, les enfants qui sont nés d'union. Entre Amérindiens puis Français. Oui, souvent, c'est ce qu'on dit au Québec parce que c'est ce qu'on a plus vu, mais ailleurs, ça peut être blanc-noir, ça peut être différent, mais c'est des origines ethniques différentes. Puis je me suis dit, d'un point de vue culturel, en fait, notre héritage au Québec est français. Principalement, mais il est aussi amérindien et anglo-saxon. Donc, je suis allé chercher des éléments de chacun de ces endroits, puis je les ai unis pour faire un vinaigre qui, malheureusement, comme j'en ai pas à vendre, j'en ai pas disponible maintenant, j'en aurai peut-être cette année, je le sais pas encore, mais jusqu'à maintenant, c'est une des cuvées que j'ai faites que je suis le plus fier. Donc, c'est le fun. Ouais. Fait que, il va falloir se dépêcher à l'acheter parce qu'elle va partir. Quand il y en aura pas beaucoup. Et il y a aussi le rubis. Rubis, c'est en fait, c'est la framboise. Donc, actuellement, la base, c'est du vinaigre de cerise que j'aromatise avec de la framboise biologique. Donc, ce qu'on regarde une framboise, ça a comme des petites facettes, en fait. C'est un peu comme un petit joyau. Oui, c'est vrai. Une petite pierre précieuse. Donc, de là est venu le nom de rubis. Et il y a aussi citron. Citron ultraviolet. Le nom, c'est citron ultraviolet. OK. C'est un... ça, puis Victoria, qui sont des vinaigres qui sont aromatisés aux légumes, c'est un chef, en fait, Patrick Dubé, qui est chef maintenant au Germain Charlevoix, que je connais depuis longtemps parce qu'on a travaillé ensemble en restauration. Puis, il m'avait demandé de lui faire un vinaigre de légumes. Donc, au début, j'ai fait Victoria, carotte, coriandre. Puis après ça, il me restait un petit peu de base. Puis je me suis dit, je vais faire à la betterave. Puis j'ai fait à la betterave. Puis là, j'ai vu quand c'était terminé de macérer, mais la couleur ultraviolette du vinaigre de betterave, j'ai pensé, je suis membre au musée des Beaux-Arts à Québec, donc puis j'aime bien visiter. Donc, il y a une toile bien connue, en fait, dans la collection permanente qui a été faite par Alfred Pellan. C'est un artiste qui vient de Québec. Ça s'appelle Citron ultraviolet. C'est une des pièces maîtresses de la collection d'Alfred Pellan du musée. Et j'ai vu ça, j'ai vu ultraviolet, j'ai pensé tout de suite citron ultraviolet, puis je me suis dit, on rajoute des os d'agrumes, puis on appelle ça citron ultraviolet. Comme Renard. Renard, c'est le personnage central du roman de Renard. Ouais, mais... Donc, autrefois, en fait, les renards, les gens appelaient ça des goupis.
Donc, quand il y a eu... puis le roman de renard, ça date de l'époque médiévale, c'est un ensemble de contes animaliers. À ce moment-là, les gens se transmettaient la connaissance, en fait, les histoires par la parole. Éventuellement, bon, ça a été couché sur papier. Il y a des gens qui ont rajouté différents volets, puis bon, est né le roman de renard. Puis renard, en fait, semble-t-il que le nom de renard venait du nom Reinhardt, c'est un avocat parisien à l'époque. Bref, ils ont appelé le personnage central renard, pas un personnage très sympathique là, quand même, mais bon, qui est toujours pris dans différentes aventures. Bref, ils l'ont. Et puisque renard est un goupil, en fait, tous les personnages sont des animaux. C'est comme ça qu'on s'est mis à appeler les goupils des renards. Et puis maintenant, ben, on appelle ça un renard, on ne sait même plus c'est quoi un goupil. Donc, la langue évolue. Là, ben, maintenant, on connaît un vinaigre renard. Exactement. Parce qu'en fait, c'était l'idée de faire... Quand je suis arrivé chez moi, il n'y a pas de verger. Il y a quelques arbres fruitiers qui produisent quelques pommiers qui n'étaient pas nécessairement très en point. Puis, ben, j'ai vu tout autour qu'il y avait de la cerise à grappe. De la noire ou de la rouge? Ben, en fait, la noire est meilleure. Oui, plus... Comme plus pulpeuse, moins âpre. Oui. Donc, la première année, j'ai commencé à en faire un petit peu de vin. Je me suis dit, ben, c'est intéressant. Fait que l'année suivante, j'en ai récolté plus. Puis, ben, en fait, l'idée de renard, ben, le personnage de renard, c'est qu'il fait, en gros, il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir dans la vie, là, tu sais. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai nommé cette cuvée-là renard. C'est parce que j'avais pas de verger, je voulais faire des vinaigres de fruits. J'avais pas les moyens d'acheter des fruits dans ces années-là. Alors, j'ai récolté ce que j'avais, j'en ai fait quelque chose, puis ma foi, c'est vraiment très bon, là, tu sais, ça sent vraiment la cerise pour vrai, là. Moi, j'ai découvert le vinaigre renard cette année. Je vous connaissais pas du tout. Parce que c'est pas évident de lancer une entreprise, mais c'est sûr qu'une émission comme la nôtre, puis les journalistes qui vont vous voir, les chefs, ils vont faire en sorte que votre entreprise va prendre de l'expansion. Alors, il nous reste peu de temps. Avez-vous un message particulier à lancer à nos auditeurs? Ma foi, un message. En fait, j'ai fait ici le marché de Noël organisé par les SADC en décembre dernier. Oui. Donc, j'étais vraiment content de la réponse que j'ai eue. Bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas mes produits déjà parce qu'à l'époque, je n'avais pas de point de vente à Thetford même, pour en fait plus des raisons de logistique. Là. Ouais. Maintenant, vous en avez. Maintenant, j'en ai. Alors, je vous remercie. Le temps qu'on a est déjà écoulé. Mesdames, messieurs, je vous le conseille, le vinaigre renard sur des asperges. Monsieur Pelchat, lui, il le met sur des tranches de concombre, mais sur des asperges, c'est merveilleux. Alors, je vous laisse le découvrir. C'est important pour un commerce de notre région. Et je vous remercie de votre écoute et à la semaine prochaine.